Salut les Européens, salut à tous les amis de l'Occident. Tradition, tradition, tradition. On a l'impression que les gens de droite n'ont que ce mot à la bouche. La question que je vais me poser dans cette vidéo est la suivante. Est-ce que la tradition des Européens, ce n'est pas le progrès permanent? Et ça paraît comme ça contradictoire, mais en fait, ça l'est pas du tout pour les Européens. On va en parler évidemment tout au long de cette petite émission. Je vais faire opposer ma réflexion notamment sur un article que j'ai découvert récemment, avec lequel je suis totalement en phase. L'article a été publié sur le site Rage Culture. J'en profite pour vous dire que c'est un site qui propose du très bon contenu. N'hésitez pas à le suivre régulièrement. Mais d'abord, je voudrais dire que cette vidéo est placée sous le parrainage spirituel de mon vieil ami et mentor Guillaume Fay. Je vais vous passer un extrait, l'extrait d'un passage, l'extrait d'une émission dans laquelle je m'étais entretenu avec Guillaume Fay. C'est la première fois que je le rencontrais d'ailleurs, c'est ce jour-là que je l'ai rencontré pour la première fois. On a fait un entretien d'1h30 et en lisant cet article sur le site Rage Culture, eh bien justement, je me suis rappelé d'une phrase qu'a prononcée Guillaume Fay au cours de cette émission et qui m'avait marqué. Elle m'est revenue comme ça à l'esprit et elle résume, je dirais, tout ce que je voudrais transmettre à travers cette vidéo. On écoute ça tout de suite. J'ai une question que je n'avais pas prévue, mais là, elle arrive dans le fil de l'interview. C'est qu'est-ce que il y a des gens qui t'aiment pas parce qu'ils considèrent que tu parles souvent du retour aux traditions et que tu n'as pas incarné dans ta vie, selon leurs critères à eux, le traditionnalisme. Mais parce que le traditionnalisme n'est pas européen. Il y a tradition et tradition. Ce que j'ai toujours dit quand j'étais aux Grèce, c'est que c'est pour ça que je les ai quittés. Parce qu'ils étaient traditionnalistes. Alors on va faire la tour de Yule, on va faire le marteau de Thor, on va faire le truc, machin. Mais je veux dire, c'est pas européen, ça c'est un truc d'Africain, ça. Ouais. La tradition européenne, la tradition européenne, c'est l'innovation permanente. Oui. Même si c'est une innovation destructrice. Mm-hmm. Mais la vraie tradition européenne, je veux dire, les cathédrales gothiques, c'est pas les temples grecs. Oui. C'est autre chose, je veux dire. Oui. Bon, je veux dire, les traditions européennes, la peinture européenne, c'est pas toujours la même chose. Mm. Alors que la peinture chinoise, la peinture japonaise, c'est la reproduction éternelle des mêmes critères. Au fond, tu reproches à beaucoup de tradis du milieu d'être surtout des conservateurs. Des conservateurs, mauvais du terme. C'est des conservateurs au sens mauvais, des conservatistes. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent conserver un truc figé, mais c'est pas européen, ça. Ça, c'est asiatique, justement. Donc, c'est africain, mais c'est pas européen. Un fragment de pensée assez remarquable de Guillaume Fay qui ne laissera personne indifférent, je crois. Un certain nombre d'entre vous ont peut-être déjà vu cet entretien. Pour les autres, il est toujours disponible sur ma chaîne d'entretien, justement, Vive l'Europe. Il est sorti au printemps 2018. Et vous retrouverez ce moment-là à la minute 28 et 10 secondes. Vous pouvez d'ailleurs l'isoler, si vous voulez, et le diffuser, parce que je pense qu'il est important. C'est une autre façon de voir la droite, et cette vision des choses m'a beaucoup inspiré, j'ai pas honte de le dire. Et je crois aussi qu'on l'aperçoit dans l'article que je vais vous lire tout de suite. Alors, je me suis permis de diffuser l'article sur mon blog. Donc, j'ai fait un copier-coller, tout simplement, mais bien sûr avec un lien vers le site Rage, c'est absolument normal. Donc, vous pouvez le lire soit sur mon site danielconversano.com. J'ai un petit peu allégé, il y a quelques phrases que j'ai enlevées, mais j'en ai pas modifié le sens. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, je vais lire l'article depuis le site Rage Culture. Donc, on va garder comme ça. Attendez, je le mets en grand. Et on est paré pour la lecture. Le progrès constitue la plus ancienne tradition occidentale. L'auteur, c'est un pseudonyme, Montcalm d'Épernay. Voilà. Alors, l'émission existe également en podcast, c'est-à-dire que la lecture de ce texte, c'est une bonne idée d'ailleurs. Ils l'ont fait en audio, pour ceux qui préfèrent écouter que lire. Voilà. Finalement, j'en propose une troisième version qui est une version vidéo, parce que je souhaitais également le commenter. Donc je commence la lecture. Dans Les Voies de la liberté, les écrivains engagés au XIXe siècle, aux éditions Seuil, sorti en 2000, l'historien Michel Wynock conclut le chapitre qu'il consacre à Auguste Comte en ces termes. Étrange destinée que cette œuvre irriguant des terrains aussi contraires que ceux du nationalisme et du républicanisme radical, concilier l'ordre et le progrès ne va pas de soi.
Cette difficile articulation semble ne rien avoir perdu de son actualité. La science politique a tendance à attribuer schématiquement deux ensembles de valeurs aux pôles structurant la vie politique occidentale depuis la fin du XVIIIe siècle. D'un côté, l'ordre, la tradition, le respect des hiérarchies établies et des structures héritées, qui seraient l'apanage de la droite. De l'autre, le progrès social, l'expression de l'individualité, le libéralisme en matière de mœurs, qui s'inscrirait dans le champ de la gauche. Voilà, c'est comme si on avait deux camps que tout oppose et qu'on devait choisir l'un ou l'autre et qu'il n'y avait pas de juste milieu. Partant, l'immense majorité des personnes politisées qu'il m'ait été donné de rencontrer se sentent obligées d'adhérer à une sorte de forfait idéologique. S'identifier à la droite contraindrait à épouser toutes les causes ou les idéaux associés à cette inclination. L'on devrait ainsi, et d'un même mouvement, défendre le principe d'identité, lutter pour assurer la continuité de notre civilisation, porter haut les traditions pluriséculaires de notre peuple, rejeter sans ménagement l'immigration et la secte répugnante qu'elle charrie ou encore abhorrer la perspective du grand remplacement, tout en consentant au conservatisme social et moral ou à la frilosité en matière d'évolution technologique. Les tenants de cette conception de la politique prétendent faire montre de cohérence idéologique. J'affirme, c'est la thèse de l'auteur de l'article, pour ma part, et là il rejoint Guillaume Fay, qu'il est possible de se réclamer d'une droite férocement occidentaliste, très attachée aux traditions et à l'idée de hiérarchie, en ne sacrifiant rien au progrès moral, social et technique. Mieux, je considère que ce dernier constitue l'une des principales expressions de l'occidentalité, le fait d'être occidental. En tant que produit de son histoire, il est un élément constitutif de l'identité et de la supériorité civilisationnelle de l'Occident, tel qu'il a été défini par Samuel Huntington dans le fameux livre « Le choc des civilisations ». En un mot commençant, le progrès constitue la plus ancienne tradition occidentale. Alors je voudrais, avant de continuer, dire que l'auteur a le courage de ses opinions, parce qu'il parle de supériorité, mais il y a un précédent. Je me souviens que lors d'une cérémonie, je crois que ça se passait en Angleterre, la cérémonie était, je me demande si c'était pas la mort du mari de la reine d'Angleterre. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Et c'était sur le plateau de Pascal Praud. Et un des chroniqueurs a dit, on voit à travers la beauté comme ça de ce rituel, on ne peut pas le nier, qu'il y a une forme de supériorité de la civilisation occidentale. Et j'étais vraiment étonné de voir ça. Je vais essayer d'ailleurs, avant de diffuser la vidéo, de retrouver ce moment, parce que pour moi c'était tout à fait étonnant. Donc espérons qu'être le prince Philippe et les obsèques du prince Philippe étaient extraordinaires. De sobriété. Oui, mais c'était l'Occident. Oui. Comment dire, l'âme de l'Occident qu'on voyait à travers cette cérémonie. Ce qu'a produit l'Occident. On peut même oser une chose, la supériorité de la culture occidentale. En tout cas, c'est le XXe siècle, c'est certain. Vous êtes d'accord avec moi, Yvan ? Oui, je suis d'accord. Donc ma foi, si on peut le dire sur CNews, on peut peut-être le dire sur Rage Culture, on peut le dire peut-être même sur cette chaîne. Au fondement de l'esprit occidental, le mythe de Prométhée. Lors d'une conférence tenue en septembre 2021 au Collège de France, l'écrivain Alberto Mangel a présenté les mythes grecs comme la pierre de touche qui prête au peuple de l'Europe une identité commune, intuitive. Diffusée depuis la Grèce mycénienne à l'ensemble du continent, ces histoires d'une saisissante profondeur philosophique peuvent effectivement être tenues pour la matrice intellectuelle et spirituelle de l'Occident. L'un de ces mythes, celui de Prométhée, ainsi qu'il est relaté dans la Théogonie et les Travaux et les Jours d'Hésiode, dans le Prométhée enchaîné d'Échille ou dans le Protagoras de Platon, fait de la puissance créatrice le premier attribut de l'humanité. Pénétrés de cette idée, les générations d'Occidentaux ont, depuis 3 millénaires, œuvré à l'amélioration de la condition humaine. 3 millénaires d'excellence scientifique. Dans Human Accomplishment, le politiste américain Charles Murray s'essaie à une recension des plus importantes réalisations scientifiques et artistiques de l'humanité. Sa conclusion est sans appel. Du 9e siècle avant Jésus-Christ au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la quasi-totalité des principales découvertes scientifiques est le fait d'Européens et de Nord-Américains, en particulier d'Européens de l'Ouest. Je répète, du 9e siècle avant Jésus-Christ au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la quasi-totalité des principales découvertes scientifiques est le fait d'Européens et de Nord-Américains. Donc à peu près 3000 ans. Alors, c'est dommage parce que le graphique est un peu... On voit, mais il faut s'approcher de l'écran parce que c'est pas... comment dirais-je, la résolution n'est pas très bonne.
Voilà, estimation de la part occupée par chaque continent dans la découverte scientifique au cours des 3 derniers millénaires, selon Charles Murray. On voit largement devant Europe, Amérique du Nord. De la machine denticitaire, seul calculateur analogique antique connu, à la découverte de la pénicilline et du neutron, en 1928 et en 1932, la science occidentale a constitué le principal moteur du progrès humain. On ne citera jamais assez ces vers du fardeau de l'homme blanc de Rudyard Kipling. Assumez le fardeau de l'homme blanc, les sauvages guerres de la paix, nourrissez la bouche de la famine et faites que cesse la misère. Un examen minutieux de l'histoire des sciences à l'époque moderne permet de prendre la mesure de ce que le genre humain doit au génie européen. Dans son livre « Civilisation, l'Occident et le reste du monde », l'historien britannique Niall Ferguson se livre à un inventaire des 29 découvertes les plus importantes réalisées entre 1530 et 1789. Toutes sont le fruit des recherches européennes. Toutes. Voilà, vous avez une liste qui commence en 1930 et qui s'achève en 1789. Alors là, c'est un peu plus lisible. Vous pouvez vous rendre, vous pouvez cliquer sur l'article en description de la vidéo et vous pourrez connaître le nom et les inventions, les avancées scientifiques de ces illustres ancêtres. La suprématie scientifique occidentale, voilà qui recommence, se vérifie encore à l'époque contemporaine. Il n'est qu'à penser aux découvertes d'Ampère, électronique de la matière, d'Edison, l'ampoule, de Pasteur, vaccin antirabique, de Pierre et de Marie Curie, radioactivité, de Niepce, photographie, des frères Lumière, le cinéma, de Morse, télégraphe associé à un alphabet spécifique, de Bell, le téléphone, de Branly, précurseur de la radio, ou plus près de nous, à celle des frères Wright, l'avion, de Nixon, sonar, de Baird, télévision, de Hobbes, le pacemaker, de Watson et de Crick, structure de l'ADN, de Mayman, je ne sais pas comment on le prononce, laser, de Hoff et de Hayat, microprocesseur, de Lauterbur et de Mansfield, l'IRM, ça sert, s'il y a bien quelque chose qui sert, c'est l'IRM, de Berners-Lee, le World Wide Web, ou des scientifiques du CERN, boson de Higgs, pour s'en convaincre. Piste explicative. Cette tradition du progrès scientifique occidental a été abondamment interrogée. Elle est classiquement attribuée à la rationalité grecque, au principe chrétien de séparation entre spirituel et temporel, à l'individualisation procédant de la modernité politique, au capitalisme ainsi qu'à l'érection du doute et de l'autocritique comme moyen d'accès à la vérité. Dans Le secret de l'Occident, c'est très intéressant, le physicien suisse David Kozandé explique le dynamisme technoscientifique occidental par la rencontre de la vitalité économique du continent européen et de sa division politique stable. Je vais expliquer un peu plus tard. Cette configuration méroporique, c'est un mot qui est utilisé par l'auteur, ainsi que le qualifie l'auteur, serait elle-même le produit de la géographie du continent européen, en laquelle Kozandé reconnaît une thalassographie bien articulée. Alors tout ça paraît assez compliqué, et ça l'est de fait. D'ailleurs, je trouve que le schéma n'aide pas vraiment en ce sens. On va tout de même essayer de comprendre ce que veut dire David Kozandé ici. Alors, selon lui, il y a 2 facteurs, je répète, qui expliquent vraiment la réussite sans équivalent en fait de l'Europe. Alors le premier, c'est la vitalité économique, j'ai pas besoin d'expliquer, c'est-à-dire que les pays commercent entre eux et l'Europe devient de plus en plus riche au fil des décennies et des siècles. Alors, évidemment, des fois il y a des rechutes lorsqu'il y a des maladies, lorsqu'il y a la grande peste, lorsqu'il y a des guerres atroces comme ça qui s'éternisent, mais globalement en fait on va toujours de l'avant. Ce qu'il appelle la division politique stable, ça paraît étrange en fait cette expression. Division parce qu'il y a beaucoup de nations différentes. Avant les nations c'était les royaumes, mais donc il y a une division effectivement entre chaque peuple européen, mais cette division est stable parce que les États, notamment d'Europe de l'Ouest, existent maintenant depuis très longtemps. Donc comme je disais, avant c'était des empires puis des royaumes, mais finalement la République française c'est la suite du royaume de France. Donc évidemment, il y a eu des modifications de frontières constamment, parce qu'il y a eu des batailles entre Européens qui ont émaillé toute l'histoire. Mais enfin, globalement, vous prenez un pays comme l'Italie, eh bien, en fait, il y a une forme de stabilité. Et cette stabilité, c'est-à-dire cette durée, finalement, c'est le fait de s'inscrire dans le temps et de rester, même si les régimes peuvent changer, même si après, au sein des royaumes d'Italie, il peut y avoir des tensions, de la castagne, mais globalement, en fait, on a la possibilité d'une histoire qui dure et qui s'installe. Et donc, la combinaison de la vitalité économique et de nations qui ont de l'expérience, qui sont riches de leur propre histoire et qui durent comme ça dans le temps, a fait qu'il y a une saine concurrence entre tous les pays européens qui les a poussés
chacun à devenir de plus en plus fort. Le dernier élément, c'est ce qu'on appelle la thalassographie bien articulée. Bon, j'avoue que c'est une manière de l'expliquer peut-être exagérément complexe. C'est la forme du bloc continental européen. La forme elle-même, selon lui, explique pourquoi ces pays ont réussi ont eu le temps de se développer à ce point. Vous prenez par exemple l'Italie, encore une fois, c'est une péninsule. Donc, si on parle de la période qui a précédé la licence des avions, pour vraiment prendre le contrôle de l'Italie quand on est une force étrangère, il faut être motivé. Alors, il y a eu des invasions barbares au cours de l'histoire, il y en a eu quelques-unes, évidemment, mais l'Italie n'a jamais perdu complètement pied parce qu'elle est protégée, je dirais, par sa géographie. Et c'est le cas de pas mal de pays européens. Donc, la combinaison de ces éléments explique, entre autres, en plus des facteurs génétiques, la réussite incroyable de l'Europe de l'Ouest en matière de technosciences. Je poursuis. Ces pistes explicatives, pour diverses qu'elles apparaissent, doivent convaincre tout occidental de cette vérité. Le progrès scientifique est le produit de la science européenne et le développement de cette dernière tient à des facteurs endogènes. Voilà, c'est parce que c'est nous. Voilà. Nos enfants en particulier doivent être protégés de l'idée fausse et mortifère selon laquelle l'Occident ne devrait son succès historique qu'à des apports extérieurs. Une certaine littérature a laissé croire à des générations d'occidentaux que leur science, leur art et leur philosophie devaient tout à de prétendues lumières orientales. Combien d'ouvrages, combien d'émissions de télévision et de podcasts ont été, ces 3 dernières décennies, consacrés au fantasmatique âge d'or d'Al-Andalus. Récemment, c'est encore un livre signé d'un obscur mathématicien indien qui prétendait mettre au jour les sources islamiques et indiennes du savoir européen. Alors oui, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi dans mes études de philosophie. On nous parlait sans arrêt, voilà, les lumières du Moyen-Âge oriental, et en fait, on citait toujours un, c'est Averroès. Apparemment, il n'y a pas 50 000, c'est Averroès et Averroès. Donc, en tout cas, il n'y en a qu'un qui m'est resté en tête. Oui, c'est absolument incomparable avec la production intellectuelle qu'il y a pu avoir à l'époque en France, en Allemagne, et dans tous les pays européens. Qu'on s'en convainque, ces assauts procèdent d'une volonté de déstabilisation des mentalités occidentales. Il s'agit de persuader les esprits européens et nord-américains de la médiocrité de leur civilisation, assimilée à une vulgaire pillarde. Cette idée, dont ont pourtant fait litière la plupart des historiens, à commencer par Sylvain Guggenheim dans son éblouissant Aristote au Mont-Saint-Michel, est hélas très ancrée dans les esprits de nos adolescents. Je suis stupéfait de constater combien mes élèves, parce que je veux bien préciser que l'auteur de l'article est professeur, sont, au moment de leur entrée au lycée, convaincus que les mathématiques, la physique, l'astronomie, la philosophie, quand ils ne font pas simplement allusion aux habitudes d'hygiène, auraient été importés. Alors, ça viendrait d'ailleurs, et surtout pas des Occidentaux eux-mêmes, donc des Blancs. Le basculement est total. D'Arabes, d'Africains et de Chinois tenus pour primitifs, il y a encore un gros demi-siècle, nous sommes passés à la croyance d'un Occident fécondé de tout temps par le génie d'autres peuples. Il faut désormais l'affirmer haut et fort, parce que cela est vrai. Oui, l'Occident est à l'origine du progrès humain, et oui, ses enfants doivent en être fiers. À mon modeste niveau, je fais de chacun de mes cours une démonstration de la grandeur de notre civilisation. Je me félicite d'insuffler, et on le félicite aussi, dans nombre de petits cœurs occidentaux, une fierté nouvelle, et me moque de froisser la susceptibilité d'une fraction, hélas toujours plus importante, de rejetons biberonnés à l'anti-occidentalisme et à l'arrogance des perdants de l'histoire. Mais c'est pas fini, et arrive le sous-chapitre le plus important, le plus intéressant. En finir avec le conservatisme. Alors dans mon bouquin, dont je vais après lire un petit extrait, alors moi je vais plus loin, je pense que le conservatisme est déjà mort en réalité. Mais on suit la même idée. Qu'on ne s'y trompe pas, le discours anti-occidental se nourrit également des arguments d'une droite conservatrice, ontologiquement hostile au progrès. C'est-à-dire dans son idéologie même, elle s'oppose au principe de progrès. Combien de ces figures relaient l'idée d'une prétendue décadence de l'Occident ? Combien, tel Patrick Buisson dans une interview tout aussi récente qu'abjecte, prétendent que les civilisations traditionnelles, comprenez arriérées, en ce qu'elles auraient conservé un rapport puissant au sacré et à des codes sociaux archaïques, seraient, par essence, moralement supérieures à un Occident décrit ad nauseam comme matérialiste et déclinant. Il faut le comprendre, le conservatisme est une impasse. Les conservateurs ne sont pas des alliés de l'Occident. Ils le conspuent sans cesse et, partant, fournissent des armes rhétoriques à ses adversaires les plus acharnés. Ils régalent tous les Poutine, les Xi Jinping et les musulmans. Oui, j'écris bien les musulmans du monde, en se faisant les contempteurs pavloviens de la mécanisation et de la numérisation du travail, des évolutions sociétales ou biomédicales. Alors oui, c'est vrai que
sais pas si vous avez écouté le discours récent de Poutine. En fait, il utilise ces arguments qui sont créés dans les think tanks conservateurs et il les utilise à dessein parce qu'il sait que ça va parler à une certaine droite occidentale qui prendra ensuite son parti. Donc c'est une stratégie de la part de Vladimir Poutine d'appuyer là où ça fait mal en utilisant finalement une rhétorique et des réflexions avec lesquels je suis en désaccord, et ainsi que l'auteur de l'article, et cette idée voilà, que l'Occident vivrait une chute. Alors, on ne sait pas trop quand ça commence, ça a déjà 100 ans, le bouquin de Spengler, mais avant Spengler, il y en avait encore d'autres qui disaient que l'Occident était décadent, donc en fait, on n'arrête pas de chuter, c'est bizarre. On est le phare du monde, le monde entier veut nous rejoindre, mais on est dans une chute comme ça, permanente, sans fin, on dirait un puits sans fin, et les conservateurs alimentent comme ça ce qui est dingue d'ailleurs dans le rapport à Poutine, je me permets de sortir de l'article 2 minutes, c'est que les conservateurs se sont inventés cette réalité d'un Occident qui est forcément en fait à 2 minutes de la mort, et ils ne se rendent même pas compte que le discours qui sort de la bouche de Poutine, c'est exactement le leur. En fait, ils l'entendent comme ça, comme un écho, et ils ont l'impression quand même d'entendre quelque chose de nouveau, genre « Ah, enfin quelqu'un qui pense comme nous !» Mais oui, parce que vous avez engendré des gens comme ça. Vous avez permis, en fait, en développant vos pensées qui ont été traduites dans toutes les langues, de l'anglais au russe en passant par le chinois, vous avez permis, en fait, à des adversaires des civilisations d'Europe de l'Ouest et américaines, des civilisations occidentales, eh bien, de s'armer intellectuellement pour combattre les habitants de l'Europe, c'est-à-dire les Blancs, c'est-à-dire ceux qui ont construit cette merveilleuse civilisation. Alors, je poursuis. Pire, leurs combats d'arrière-garde affaiblissent notre civilisation. Combien des centaines de milliers d'opposants au mariage homosexuel ont défilé ces 10 dernières années contre le grand emplacement? Comment expliquer le silence et l'inaction de ces belles âmes, si promptes à mobiliser les cohortes entières de bus dans le but de faire pièce à l'extension d'une liberté dans un contexte de déprise démographique de l'Occident? Alors tiens, d'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous dire que, je n'ai absolument aucune sympathie particulière pour le mariage homosexuel ou pour la gay pride. Voilà, je ne suis pas concerné, je suis hétérosexuel. Je trouve que c'est un étalage assez vulgaire de préférences sexuelles intimes qui n'ont pas à être montrées en public. Toutefois, je voudrais remettre les choses en ordre. Là, je vais vous montrer les stats du mariage homosexuel en France depuis qu'il a été légalisé. C'est-à-dire, en fait, prenons la chose sérieusement. Ça concerne combien de gens? Alors, je vais prendre le chiffre le plus récent, 2020. 4500 mariages homosexuels. 4500! 4500! C'est insignifiant. Voilà, que ce soit clair. Je ne soutiens pas la cause homosexuelle parce que j'estime que la cause homosexuelle a gagné. En réalité, les homosexuels sont libres aujourd'hui en Occident. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont même valorisés par la propagande médiatique et même par les films. On le sait, tout ça. On le constate. Voilà. J'en suis pas particulièrement content. Mais pour moi, ce n'est pas prioritaire parce que il est faux de dire que les homosexuels qui se marient participent et condamnent l'Occident au déclin et donc à la mort. 4500 par an, c'est rien, c'est rien. Il y a 200 000 immigrés légaux qui rentrent chaque année depuis des décennies, d'accord, qui ont une natalité qui est plus forte que la natalité autochtone. Ça, c'est un vrai sujet. Le mariage homosexuel, c'est pas un vrai sujet important de droite. Je l'affirme. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais moi, je l'affirmerai haut et fort, parce que j'estime qu'il y a trop de combats d'arrière-garde qui sont menés à droite, ou des combats qui sont subversifs mais faciles, c'est-à-dire des choses qui n'entraînent pas le destin entier de notre civilisation. La droite se focalise sur des sujets qui ne sont pas les sujets les sujets primordiaux. Comment ces personnes prétendument attachées à la pérennité de notre civilisation ont-elles pu s'opposer hier à la FIV et aujourd'hui à la PMA et à la GPA, principalement pratiquées par des occidentaux qualifiés? Faut-il l'écrire noir sur blanc? Tous les leviers permettant l'accroissement du nombre d'enfants occidentaux doivent être actionnés. Tous. Et ce passage est peut-être le plus important de l'article. Vous ne voulez pas qu'on entre en décadence. Il faut qu'il y ait le plus possible d'enfants génétiquement européens qui naissent à travers le monde, d'accord? Statistiquement, on aura dans ce vivier les génies de demain. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas empêcher la science de nous permettre d'avoir le plus d'enfants possible. C'est à nous que cette technologie va servir en premier lieu. C'est la raison pour laquelle il apparaît plus que nécessaire de s'affranchir des forfaits ou carcans
idéologique. Non, la défense de l'Occident n'impose pas de soutenir les régimes les plus frustes et attardés du monde. Non, les techniques de procréation médicalement assistée ne sont pas des signes de décadence de notre civilisation. D'ailleurs, au passage, ça a permis à ma sœur, qui avait des difficultés à avoir un enfant, d'avoir un enfant blanc. Je tiens à le signaler. Il s'agit au contraire d'outils dont elle se dote afin d'assurer sa pérennité. Ils sont une des manifestations de son génie. Le monde a besoin de l'Occident parce que l'Occident a fait du progrès scientifique, technique et humain son objectif premier. Une humanité plus heureuse ne peut se dispenser de la recherche et des découvertes occidentales. À ma connaissance, seule une poignée d'occidentalistes prométhéens promeut cette conception de la droite véritable. Cette offre politique, pour réduite qu'elle apparaisse à l'heure où j'écris ces lignes, constitue néanmoins un réconfort pour nombre de jeunes occidentaux. Puissent dans les temps à venir ces conceptions infusées, leur audience s'élargir et la grande cause de l'Occident progresser, et ça a été mis en gras pour qu'on retienne ce mot. Alors pour terminer, je vais enchaîner avec une autre lecture plus courte, je vous rassure. Il y a un passage de mon livre 2027, parce que j'ai réalisé que finalement je n'ai pas forcément promu de la meilleure des manières, parce que je l'ai sorti juste avant la fin de l'élection 2022 parce que j'ai senti que Zemmour ne toucherait pas au but, avec pour objectif de m'adresser au camp de Zemmour et des conservateurs plus généralement, en leur disant voilà, vous confisquez, en fait vous prenez toute la place à droite et en plus vous n'arrivez pas au pouvoir. Donc comme je le disais, je me suis vraiment retrouvé dans les propos et le point de vue de l'auteur, et ça m'a donné envie de vous partager ma vision qui est identique en réalité. Donc c'est un passage du bouquin 2027 que vous trouverez à partir de la page 61. Alors je commence par définir le conservatisme, mais c'est pas ma définition, c'est une définition qu'on trouve dans le dictionnaire. Je commence. Du reste, quel est le bilan concret du conservatisme? D'abord, définissons cette notion, ce mot. Voici ce qu'on trouve dans un dictionnaire en ligne consultable en 2 clics. Le conservatisme est l'opinion ou l'état d'esprit de ceux qui refusent les innovations politiques, sociales et même techniques, et qui soutiennent les partis dits conservateurs. Ils s'opposent au progressisme. À ses origines, au cours de la première moitié du XIXe siècle, le conservatisme était avant tout un courant contre-révolutionnaire qui considérait les principes de la Révolution française comme contraires à la nature de l'homme. Cependant, après le constat de l'impossibilité du retour en arrière lors de la restauration de la monarchie entre 1815 et 1848, le conservatisme a évolué vers sa forme moderne, sauf dans quelques pays comme en France où c'est la nation qui a pris le relais du système monarchique. Le conservatisme défend l'ordre qui est supposé être apporté par la continuité et assure un soutien sans faille à la monarchie. Dans la vie politique, le conservatisme s'est souvent organisé en partis politiques, exemple les Tories en Grande-Bretagne, les Républicains aux États-Unis. Le conservatisme est proche du traditionnalisme qui prône la préservation d'une situation ou le retour à une situation passée dans les domaines social, politique, moral, culturel, religieux. Fin de citation, et maintenant, voici mon analyse. Nous avons bien compris la théorie. Maintenant, regardons quels sont les résultats obtenus par cette mouvance politique moribonde. Force est de constater que les conservateurs échouent à conserver quoi que ce soit depuis leur naissance historique. La monarchie n'est pas revenue durablement et décline partout où elle existe encore. La révolution industrielle a eu lieu et le monde a évolué avec elle. Et les règles morales défendues par les conservateurs sautent une par une, à raison d'une tous les 10 ans environ. Les conservateurs luttent contre le mariage homosexuel, ils perdent et le mariage passe, puis contre l'adoption par des couples homosexuels, c'est en train de passer, puis contre la GPA, sans comprendre le bénéfice d'une telle technologie, donc là ça renvoie à l'article dont j'ai fait la lecture sur le site Rage. Hop, ça sera encore perdu. J'ai beau chercher, je ne trouve rien. Rien que les conservateurs aient réussi à conserver jusqu'à maintenant, particulièrement en France. Conservatisme racial, les conservateurs ne sont pas identitaires. Ils peuvent marier leurs enfants à des non-blancs si le prétendant ou la prétendante présente bien et a une bonne situation sociale. Publiquement, ils sont d'ailleurs humanistes et antiracistes. Conservatisme écologique, la vie paysanne et agricole disparaît partout et ce ne sont pas les conservateurs actuels qui font survivre la campagne. Ils n'ont jamais réussi à reprendre l'écologie à la gauche, en partie parce qu'ils n'ont jamais vraiment essayé de le faire. Conservatisme politique, même pas. Pour ne pas s'associer à la droite des Le Pen, les Républicains ont préféré la cohabitation et les consignes de vote pour la gauche morale et la gauche de l'immigration. Conservatisme des mœurs, à part pleurer sur mai 68 et regretter la libération sexuelle, jouir c'est sale, les conservateurs ne savent que critiquer les changements de société provoqués par la gauche sans pour autant les empêcher d'apparaître. Le soft power conservateur,
inexistant. Ils ont du patrimoine, de l'argent, un réseau, des relations pourtant. Mais il ne leur vient jamais à l'idée de créer des universités indépendantes ou de produire des films de qualité qui diffuseraient un message un tant soit peu de droite. Je ne demande pas la lune, un film avec quelques notions de droite, c'est tout. En France, je n'en vois aucun. Les conservateurs ne croient pas au soft power, dommage, c'est lui qui règne en maître partout. Ils ne croient qu'en l'autorité d'un pouvoir d'État fort, mais ce pouvoir, ils ne le détiennent plus et ils n'auront sans doute plus jamais ce pouvoir. Les conservateurs sont des abrutis bornés qui ne tiennent pas compte de leurs échecs. Ils vous poussent à aller vers leur ligne comme si c'était la seule qui existait à droite, comme si vous n'aviez pas le choix. Puis ils vous lâchent quand vous vous montrez ferme sur les questions vraiment importantes, identité, lutte contre l'islam, science et avenir. Il y a de moins en moins de conservateurs à droite et le peu qu'il en reste est abonné à la défaite et ne se bat plus que pour la forme. Le conservatisme n'est pas un postulat gagnant pour un candidat à la présidentielle en 2022 et encore moins en 2027. Zemmour, s'il est candidat en 2027, devra l'abandonner sans regret et ceux qui en font survivre le cadavre entre parenthèses avec. Je ne veux plus voir Monsieur Poisson au meeting de Zemmour en 2027. Si ces gens sont des mécènes importants de la cause, alors il faudra en trouver d'autres. Un mécène, ça se cherche et ça se trouve. Fin de l'extrait. Donc, vous trouverez ce passage dans mon livre 2027. Je vous mets un lien en description de la vidéo si vous êtes intéressé pour cette lecture. Et je vais tout simplement conclure en lisant cette fois alors, un commentaire très court. Comme ça, vous avez vraiment 50 nuances d'archéofuturisme ou de progrès de droite, si vous voulez. Donc, c'est un message qui a été laissé par un camarade et ami qui se reconnaîtra, qui s'appelle Pyronien, et qui résume bien, je dirais, mon point de vue là-dessus et tout ce que je viens de dire dans cette vidéo. Alors, voici le message. Il faut vraiment extirper du logiciel nationaliste la conception abrahamique du monde. La tradition européenne n'est pas de rester figée dans un modèle très restreint et immuable qui déteste les réformes pour s'adapter à l'évolution du monde, l'évolutionnisme étant diabolisé et même nié par les croyants. J'en resterai là, je vous remercie pour votre attention. C'est une vidéo dont le fond et le contenu étaient assez lourds et peut-être un peu compliqués. J'espère que ça vous aura permis d'évoluer sur certains points en tout cas. Et je vous donne rendez-vous évidemment bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les amis.